Wide Lake de Simon B. C'était une nuit dépourvue de nuages et d'étoiles, mais ornée d'une lune splendide. L'une des plus rondes et brillantes que le ciel pouvait exposer. Elle s'offrait à moi tel un énorme diamant pur et scintillant. Elle tranchait l'obscurité, dévoilant les secrets de la nuit, une silhouette à la fois. D'abord, ce sombre vallon parsemé de buissons et de rochers laissait deviner de douces pentes glissantes, jusqu'à un ruisseau qui y serpentait doucement. Ses clapotis, faisant miroiter cette lueur venant des cieux, marquaient une délimitation certaine. Une barrière naturelle qui retenait un brouillard épais, enveloppant des étendues plus vastes et plus ténébreuses que tout ce que l'homme aurait pu imaginer. Et au-dessus de cette brume inquiétante, on pouvait distinguer les cimes de sapins géants, par milliers, comme des pointes de lance, protégeant un royaume devant perpétuer l'impénétrable. Ce portrait nocturne s'imposait à moi, m'appelant à lui. Car, au travers de la douce et humide brise qui caressait mon visage, je distinguais subtilement un chuchotement malsain, un chant interdit implorant de le pourchasser par-delà cette forêt inconnue. Le besoin de connaître l'origine de cet appel sinistre envahissait mes pensées au fil des secondes. Je descendis dans le vallon, prudent, incertain, marchant dans les herbes hautes, contournant buissons et rochers et approchant de plus en plus le ruisseau. Ce dernier, étroit et sinueux comme j'avais pu le remarquer du sommet de la colline, était également peu profond, au point où plusieurs galets étaient à découvert. Son flux, noirci par la nuit, telle une coulée de pétrole, zigzaguait dans une légère dépression du terrain pour finalement se perdre de ma vue, là-bas, sur ma droite. Combien d'hommes pouvaient affirmer être défricheurs de contrées encore vierges ? Là où personne n'avait encore posé le pied, dévoiler l'inconnu ou imposer ses propres règles. S'investir d'une telle tâche, la découverte de la nature sauvage et imprévisible, ne pouvait être sans risque. Autrement, je pouvais toujours rebrousser chemin, repartir et aller rejoindre les bras de Morphée. Au matin, je n'aurais qu'à croire en un rêve impossible. Ces dernières pensées s'évanouirent rapidement, car ma soif d'aventure et d'inconnu se faisait insatiable, et je savais qu'au-delà de ce ruisseau, je trouverais ce qu'il me fallait pour l'étancher. Et je ne réfléchis pas plus. En quelques bonds sur ces pierres émergentes, j'eus rapidement atteint l'autre rive. À peine avais-je foulé la terre ferme qu'une horrible complainte déchira le silence de la nuit. Un cri si perçant, si poignant et maléfique, que chaque goutte de mon sang se glaça. J'étais figé, troublé, terrifié. J'eus rapidement retrouvé mes esprits lorsque je vis mes pieds se couvrir d'eau. Le niveau du ruisseau augmentait à un rythme effréné. Une crue incompréhensible qui, brutalement, changeait le faible cours d'eau en une rivière impitoyable, ce qui la rendait infranchissable. Les eaux, qui prenaient dangereusement en largeur, me forcèrent à reculer et m'enfoncer vers l'inconnu, au cœur de ce brouillard qui cachait des étendues plus vastes et plus ténébreuses que même la plus fertile imagination de l'homme ne pourrait concevoir. Ces sapins géants, qui tantôt me semblaient des milliers de lances, se présentaient désormais à moi comme les immenses barreaux d'une cruelle prison, prêts à me séquestrer sur cette rive mystérieuse.
Je devais avancer, pénétrer ces terres malgré ma réticence et plus rapidement que je ne l'avais prévu, sans même savoir où cela me mènerait. En fait, je connaissais théoriquement ma destination, mais le voyage, en revanche, n'en serait pour sa part qu'imprévus et adaptations. Dans la mesure du possible, j'avais tenté de minimiser la portée du hasard dans l'itinéraire imaginé. Je pouvais maintenant compter en moi le temps consacré à la recherche d'informations concernant la région que je visiterais, de l'écoute de documentaires sur les équipements et techniques nécessaires pour de telles aventures, à la mise en pratique de diverses situations possibles. Tantôt, en me repérant à l'aide d'une carte et d'une boussole, ou alors avec la mousse fixée aux arbres, l'aval ou l'amont des cours d'eau, ou la position des étoiles. Ou encore, en pratiquant le montage et le démontage d'un campement, les méthodes de chasse et de pêche, sans oublier l'identification d'aliments comestibles comme les champignons, les baies, les racines, les noix et les feuillus. Bien sûr, je me préparais aussi un sac à dos à la hauteur du défi. Il contenait, entre autres, gamelles, cordes, vêtements de rechange ainsi qu'une petite tente. Finalement, j'eus adapté un solide ceinturon pour garder à portée de main machette et gourde d'eau. Sans être exhaustif, voilà ce à quoi ressemblait mon bagage de randonneur, d'aventurier, de découvreur. De là-haut, j'avais hésité un bref instant à établir mon campement, avec l'intention de traverser dès l'aurore le cours d'eau et d'atteindre ces vastes terres ténébreuses. Heureusement, ou malheureusement, je ne saurais le dire, je n'avais pas suivi ce premier instinct, et il m'était à présent impossible de revenir sur ma décision. Et avant de m'enfoncer trop loin dans ce qui m'apparaissait une jungle des plus sauvages, ou que le couvert des arbres camoufle le clair de lune, j'identifiai un endroit où élire domicile pour la nuit. Derrière de grands sapins, il y avait 2 énormes rochers qui émergeaient du sol. Ceux-ci me couvriraient du vent et confineraient la chaleur de mon feu. Je me réveillais au chant des oiseaux, s'intensifiant autour de moi, de partout et de nulle part à la fois, résonnant comme de mauvais présages. S'y additionnaient des craquements de brindilles et de branches provoqués par de petites bêtes se sauvant aux premières lumières du jour. Et, à moins d'une dizaine de mètres derrière moi, un timide rappel à mon oreille du fil de l'eau m'ayant contraint de ce côté de la rive. La surprise et la confusion m'obligèrent à réhabiliter mes sens en catastrophe, et j'allais d'un pas nerveux jusqu'au bord du cours d'eau. Comment vous expliquer, je ne pourrais dire, comment se pouvait-il que les eaux soient si près de moi ce matin? Je pouvais aisément comprendre la peur et la panique qui poussaient les animaux à prendre la fuite. J'étais sans mots. Ce qui, au départ, n'était qu'un maigre écoulement d'eau, était rapidement devenu une rivière infranchissable, et maintenant, j'avais devant les yeux un véritable fleuve. Et vu l'ampleur grandissante du sinistre, je ne pus que remballer tentes, cordages et gamelles pour suivre la direction de la faune en exode. Cette migration impromptue devint donc le départ d'une autre journée dans mon odyssée. Tracassé par mes dernières constatations, je devais aussi être de plus en plus vigilant dans ma marche. D'une densité croissante à chaque mètre parcouru, sapins, épinettes, pins et cèdres se relayaient constamment pour contrarier mon avancement. Les gros troncs n'étaient pas le problème. J'étais surtout ralenti par la flore juvénile, m'envahissant de ses minces tiges par dizaines, telles de longs fouets, ou ces racines auxquelles je ne cessais de m'emmêler les pieds. À travers les arbres qui s'élevaient sur mon chemin, j'eus aussi porté une attention particulière aux nombreuses variations du terrain. Une montée ou une descente imprévue, une façade de terre meuble à grimper, puis une falaise de 50 mètres cachée devant moi, sans compter les éboulis et crevasses. Le soleil touchant à son zénith,
Je décidai de m'arrêter pour un moment. Il était bien temps de reposer mon dos, mes jambes et mes pieds quelques minutes, sachant très bien que la journée n'était pas sur le point de se terminer et que les difficultés ne feraient probablement que se multiplier. J'enflammai donc quelques morceaux de bois, trouvés ici et là, pour faire bouillir l'eau de mon café et me faire cuire une ou deux tranches de lard salé. Je profitais du moment pour m'asseoir au sol, bien adossé à un gros pin. Desserrant mes bottes, je fermais les yeux et inspirais une grande bouffée de cet air si pur et vivifiant. La forêt avait toujours dégagé une odeur particulière. L'humidité, la terre, la décomposition des écorces, des troncs et des plantes, les champignons, le lichen. Respirer la nature, quelle bénédiction! Je ne pouvais m'en lasser. Une fois la soif étanchée, l'estomac repu et le corps rétabli, je remballai mes effets et repris franc nord en prévoyant de sortir de ces régions boisées dans les 2 heures à venir. J'eus effectivement marché près de 2 heures à travers cette végétation luxuriante, quand m'apparut enfin cette lisière, laissant deviner la lumière franche du jour, s'infiltrant au-delà de ses remparts. Les environs perdaient graduellement en densité, et le bocage se précisait et se rapprochait au fil de mes pas. Mais une surprise n'attendait pas l'autre. À peine avais-je franchi ces derniers arbres que j'apercevais le prochain défi auquel je ferais face. Un défi qui empestait le suris, le corrompu, la pourriture, d'une odeur de mort. Un plateau marécageux de plusieurs centaines de mètres s'étendait devant moi. Devant, mais aussi sur ma droite et sur ma gauche. Impensables à contourner, ces limites latérales étaient si éloignées qu'elles étaient hors de ma vue. Je devais donc attaquer cette traversée de face et être d'une vigilance hors du commun. C'était un milieu boueteux, spongieux et parsemé de pièges naturels. Des trous d'eau brunâtre et visqueuse, des rochers aux arêtes coupantes comme des lames d'un rasoir, ou de vieilles souches d'arbres pourris et ramollis, et, de surcroît, ces pièges étaient souvent camouflés de sphènes kakis et glissants. Tous ces obstacles me forçaient à dévier mon trajet de façon constante. Ce qui n'aurait dû être qu'une dizaine de minutes en ligne droite devint près d'1 heure de trajet labyrinthique. Ce ne fut pas sans peine que j'atteignis le fil d'arrivée par mes prouesses gymniques. Saut par ici, démonstration d'équilibre par là. Enfin, le sol était de moins en moins saturé en eau, de moins en moins boueteux et de moins en moins spongieux. Je pouvais oublier ces quelques centaines de mètres de marais nauséabonds et enfin regarder devant. Relevant les yeux vers l'horizon, ce que je n'avais pu me permettre lors de la dernière heure, je vis un spectacle incroyable. 17 heures approchaient, l'astre solaire était lentement en déclin sur ma gauche et me dévoilait un superbe paysage. Devant moi s'étendait un lac. Il était pratiquement parfait en sa forme circulaire, d'un diamètre d'environ 3 kilomètres. Et, à 1 lieue derrière, cette chaîne de montagnes, constituée de crêtes et de sommets immenses comme les doigts d'une main à demi fermée, qui conserverait un objet précieux dans sa paume. Les rayons du soleil perçaient facilement ces eaux claires, mais ne pouvaient en atteindre le fond tant le lac semblait creusé à l'infini. La rive se constituait de sable fin, ambré et éclatant, traçant l'entièreté du périmètre. On aurait dit un bandeau d'or. Puis, au centre du bassin, il y avait cette incroyable excroissance jaillissant à même l'abysse sans fin. Tel un sablier ayant transféré jusqu'à son dernier grain de sable dans sa moitié inférieure, la mystérieuse montagne me semblait, à vue d'œil, constituée de centaines de grosses billes rocheuses qui se seraient empilées au fil du temps, parachutées des cieux, une à une.
Le sommet formait un semblant de plateforme, un peu renflée. Puis, dominant ce mont rocailleux, un extraordinaire et non moins mystérieux monolithe d'une forme rappelant le croissant de la lune. J'avais beau vérifier et revérifier toutes mes copies de cartes traitant de la région, rien ne faisait mention d'une telle île. Il faut savoir qu'à des kilomètres à la ronde, la topographie avait été mise en plan, avec pour seule référence une trentaine de clichés pris en avion par un certain E.J. Howard en 1907. C'était d'ailleurs, selon la volonté du photographe et de son pilote, tous deux originaires d'Angleterre, que ce lac fut baptisé Wild Lake. Concernant les épreuves, leur qualité médiocre permettait tout de même d'y déterminer les étendues boisées et d'y répertorier l'immense plateau marécageux, ainsi qu'un long et mince cours d'eau se jetant dans le lac. Sur 8 des 32 clichés, on pouvait apercevoir la fameuse étendue d'eau. Cependant, sur les photographies, aucune tache, aucune trace, ou aucun autre indice ne laissait deviner le moindre îlot. C'était à la fin des années 1940 que les rumeurs d'un lac maudit commencèrent à germer. Les ouï-dire devinrent des récits oraux, puis se muèrent en légendes de la culture locale. Une version dite officielle fut mise sur papier en 1949 par un jeune étudiant de l'université Laval, le garçon ayant déposé une thèse sur les mythes, légendes et autres contes québécois. Ses écrits allaient comme suit. Fut un pêcheur ayant toujours eu de bonne pêche depuis ses 14 ans. Maintenant rendu un homme, son père était désormais décédé et c'était lui qui avait repris l'entreprise familiale. Sans vivre comme Crésus, il avait su subvenir aisément à ses besoins. Par conséquent, le curé du village avait développé une certaine jalousie devant toute cette richesse qu'il voyait dormir aux poches d'un particulier et non asservir son église. Un jour, le curé fit déterminer de nouvelles zones d'exploitation au service de la paroisse. Parmi celles-ci se trouvait le secteur de pêche qu'il convoitait. Du jour au lendemain, le pêcheur se retrouva avec de très modestes récoltes de poissons, menant à des ventes insuffisantes et l'incapacité d'entretenir sa terre, sa maison et ses animaux. Un soir, après avoir noyé sa misère dans l'alcool, il criait et blasphémait, implorant le malin et suppliant le destin de tourner en sa faveur. Apparaissant d'on ne sait où, le diable vint à lui et suggéra cette entente. Le pêcheur lui céderait son âme, en échange de laquelle il trouverait un lac que lui seul connaîtrait. Il pourrait s'y construire une maison sur une île, et dès lors pourrait à nouveau réussir de bonnes pêches et se refaire les poches en tant que commerçant itinérant dans les villages voisins. L'entente avec le diable assurait richesse et poissons en abondance jusqu'au dernier jour du pêcheur. Ainsi se résumait le pacte de Wild Lake. L'expédition que j'avais entreprise avait de prime abord comme seule motivation le dépassement de soi, la soif d'aventure et le besoin de divertissement. Mon trajet, qui s'étirait déjà sur plusieurs jours, m'avait assurément bien servi en dépassement de soi et en satiété d'aventure. Aussi, il y avait tout l'amusement que j'éprouvais en voulant atteindre cet endroit précis, en connaître les faits réels et finalement les documenter sérieusement, tant en photos qu'en notes écrites. Mon objectif avait été planifié de sorte à parcourir ces étendues méconnues et, théoriquement, aboutir devant le mystérieux Wild Lake. Ce lac avait été évoqué par la légende et les seules preuves tangibles nous venaient de photographies centenaires. Toute cette histoire m'avait intrigué aux premiers instants et je n'avais pu faire autrement que de contre-vérifier ces maigres informations. La découverte de ce cône rocheux en plein centre du lac était des plus imprévisibles, surprenantes, incroyables.
Son existence m'étant maintenant connue, il m'était impensable de ne pas y accéder. J'en étais même prêt à abandonner mes équipements sur la rive et à nager, insouciant, malgré le crépuscule qui arriverait bien assez vite. Tout en établissant cette suite d'idées, je remarquai une masse sombre là-bas, sur le bord de l'eau. D'environ 3/4 de mètre en hauteur et 4 fois plus en longueur, de forme rectangulaire, avec une extrémité effilée. Curieux, je m'en approchai et vis rapidement que ce n'était en rien quelque chose d'échoué là naturellement. C'était accroché par un gros cordage qui sortait du sable. J'en devinais les courbes d'une coque et la pointe d'une proue. C'était une chaloupe de bois, certes salie et écaillée par le temps, mais sans présenter de bris majeur. Surtout, elle avait encore à son bord, pour mon plus grand ravissement, une vieille paire de rames. Il y avait déjà plusieurs années que j'avais mis pied dans ce genre d'embarcation. Malgré tout, je retrouvais une cadence convenable à mon coup de rame, aussi naturellement qu'une personne qui reprend ses aises sur une bicyclette. À mon avantage, je naviguais sur un lac d'un calme plat. Aucune vague pour gêner ma lancée, et tant mieux, car j'avais quand même près de 10 minutes de traversée à parcourir. Par-dessus tout, j'avais pu emporter avec moi tout mon matériel et cette alternative me rassurait. La journée avançait, le soleil continuait à décliner et bientôt il se perdrait graduellement derrière les montagnes. Je me doutais bien que cette traversée serait sans retour pour la nuit à venir. Je filais à bord du bateau comme la lame d'un patin le ferait sur la glace. Tout était si calme. Cet instant était de ceux qu'on devine uniques et appréciables. Un astre tirait sa révérence, l'autre lui volait la vedette. La lune s'imposait, bien qu'en décroissance, dans ce ciel vide de nuages et vide d'étoiles. Ses premiers rayonnements, mélangés aux dernières lueurs du jour, me permirent d'accoster sans problème. À peine avais-je foulé la terre ferme qu'une horrible complainte déchira le silence du soir. Un cri si perçant, si poignant et maléfique, que chaque goutte de mon sang se glaça. J'étais figé, troublé, terrifié. Je compris très clairement la situation qui était la mienne. La nuit était imminente. J'étais dans une région abandonnée de tous, au milieu d'un lac à peine mentionné, sur une île totalement inconnue. Je ne pouvais m'abandonner au luxe de la peur plus longtemps. Cette fois encore, j'eus vite fait de retrouver mes esprits. Je devais agir, planifier la suite des événements afin de garder un certain contrôle sur la situation. Je remontai donc la chaloupe sur la rive, réinstallai mon ceinturon et renfilai mon sac à dos. Il y avait, juste devant moi, un drôle de buisson sans feuillage, mais garni de plusieurs branches massives s'épanouissant dans toutes les directions auxquelles j'amarrais mon transport. J'avais abordé sur une plage de cailloux et de sable s'étendant sur une vingtaine de mètres, et comme un entonnoir, qui se rétrécissait pour terminer en un sentier zigzagant adroitement à travers la façade de la montagne. Comme j'avais pu le constater plus tôt, le mont était exclusivement composé de rochers, tous de tailles et de formes assez diverses, permettant ainsi aux plus petites pierres de combler les cavités formées entre les plus grosses. Sur le flanc, je ne décelais aucune végétation, ni arbres, ni fourrés, ni bouquets de foin, ni même de mousses collées aux roches, qu'un mur de rocs s'élevant de plusieurs centaines de mètres. L'éclairage naturel étant quasi nul, j'entrepris de grimper les premiers mètres du sentier avec espoir de cibler, dans la noirceur, quelconque brèche, une grotte peut-être, où je pourrais m'abriter pour les heures à venir.
Il m'était impensable de monter tout là-haut en pleine nuit. La découverte de cet îlot de pierre au milieu du Wide Lake méritait que je l'explore à la clarté, que j'en découvre chaque secret, que j'en apprécie chaque recoin. J'avançais donc lentement dans le sentier, scrutant l'obscurité à la recherche d'un endroit qui serait propice, un tant soit peu, à s'y reposer quelques heures. J'avançais, suivant les aléas du chemin, vers la droite, puis la gauche, et encore la droite, puis tout droit. Je n'arrivais pas à cibler un secteur adéquat. Je grimpais, je ne cessais de grimper. Au rythme de mon ascension, comme si c'eût été l'Everest ou un quelconque mont vertigineux, je sentais l'atmosphère s'alourdir. Il y avait dans l'air cette humidité malaisante qui s'installait, une sensation constante de pression sur mes épaules, une compression de mon thorax, une diminution de mon apport en oxygène. De tous ces symptômes, aucun n'était assez majeur pour en être handicapant, mais quand même assez pour en être gênant. Malgré tout, je ne m'arrêtais guère, je ne pouvais pas. Il me fallait trouver un endroit pour m'y poser, dormir quelques heures et reprendre mes forces. Au fil de plusieurs dizaines de pas, ou plutôt de centaines, je vis finalement se tracer un ultime plateau et la grandiose silhouette qui s'y trouvait. La clarté de la lune suffisait à décrypter l'énorme forme. Un cube gigantesque, surmonté par une longue sculpture courbée. À première vue, de l'autre côté du lac, la construction m'avait déjà semblé de dimensions extrêmes. Maintenant à son pied, ses proportions étaient surréalistes. La base était un impressionnant bloc de granit de forme rectangulaire. De 8 à 10 mètres de longueur et 4 ou 5 mètres de largeur, et s'élevant facilement du double de ma hauteur. Fait d'un seul morceau, chacun de ses sommets, chacune de ses arêtes, chacune de ses faces était parfaitement taillée, lisses et lustrées, n'ayant subi aucune des altérations probables dues au climat de la région. Et dessus, s'élevant avec toute la grâce du monde, une forme titanesque. Une tuméfaction de granit qui, dans un arc assumé, ni trop refermé, ni trop évasé, s'allongeait de plusieurs mètres vers les cieux tout en perdant son aspect renflé, s'affinant progressivement jusqu'au bout de son rayon. À chaque étape de mon aventure, j'avais cru admirer les plus beaux paysages qu'il m'était permis de voir. Immanquablement, les magnificences de la nature se succédaient et leur beauté ne réussissait qu'à se surpasser les unes aux autres. Cet incroyable monument ne faisait pas exception. J'étais à en faire le tour, à en apprécier toute la splendeur et toute la mystique qui s'en dégageait quand j'arrivais à la face qui m'était opposée à mon arrivée. De ce côté, à même le granit de l'assise, je pouvais deviner dans les reflets du clair de lune différentes séries de gravures. Aussitôt les avais-je remarquées que je m'en étais approché pour pouvoir mieux les apprécier et peut-être même les décoder. Il y avait 4 rangées de traits. 1947. Sous la griffe du diable, tombeau infâme, repose un corps sans âme. À la lecture de ces mots, un frisson me parcourut. Je fis inconsciemment 1 ou 2 pas vers l'arrière, comme si, en me reculant ainsi, je pouvais mieux absorber l'information. La légende de Wide Lake disait-elle vrai? Le pêcheur? Le diable? Le pacte? Alors même que je me posais ces questions, un point scintillant au loin accapara toute mon attention. Je relevai les yeux vers l'horizon, ce que je n'avais pas fait depuis plusieurs minutes, pour remarquer qu'il s'agissait simplement de la lune qui se reflétait à la surface de l'eau.
Simultanément, le stress, la panique, la peur, la terreur s'emparèrent de moi. Ce qui, vers 17 heures, était un lac placide et majestueux, était maintenant une étendue d'eau à perte de vue. Où était le rivage doré, la chaîne de montagnes, le marais, la forêt? De l'eau, un désert d'eau, à des milles à la ronde. Et ici, si immense et si minuscule à la fois, un singulier mont de roches émergeant des profondeurs d'un lac devenu océan. Et à son sommet, un monument mystérieux. Et moi.